Adèle Brandt, Albert Brandt, Maria Brandt-Solja. Dame Lagarde est née en Autriche en 1932 sous le nom de Konrad Adenauer. En 1939, suite aux persécutions nazies, la famille fuit l'Autriche et arrive en Belgique comme réfugiés démunis de tout. À peine arrivée en Belgique, la guerre éclate et la Belgique était envahie par les Allemands qui, sans perdre de temps, commencent à persécuter les Juifs. Âgée alors de 8 ans, à l'allemand, et également à ses enfants, Monsieur le gouverneur de la province de Liège, Madame l'ambassadeur d'Israël en Belgique, membres du corps diplomatique israélien en Belgique, de chers amis de la famille Brandt de Fourny, titulaires du titre de juste parmi les nations, membres de ma propre famille, amis invités. L'occasion qui m'est donnée aujourd'hui, moi, le rescapé des persécutions du régime nazi, le petit enfant juif d'antan, d'exprimer ma gratitude aux descendants de la noble famille Brandt de Fourny, me comble de joie. C'est pour moi un grand privilège et un moment d'intense émotion, et c'est le moins que je puisse dire. Il ne s'agit pas seulement de ma reconnaissance personnelle, mais aussi de celle du peuple juif entier, qui, par l'intermédiaire du titre de juste parmi les nations qui vous est attribué aujourd'hui par l'Institut de Yad Vashem, reconnaît et rend hommage à la grandeur d'âme, à l'altruisme, à la charité et au courage de votre famille d'avoir sauvé un enfant d'Israël durant les terribles années de la guerre. C'est avec grand respect et avec beaucoup d'affection que je m'incline aujourd'hui devant le souvenir intense que j'ai gardé dans mon cœur de la défunte Madame Adèle Brandt de Fourny. Je n'ai jamais oublié sa tendresse et son dévouement. Je n'ai jamais oublié l'affection et la délicatesse avec laquelle elle avait pris sur elle la tâche presque impossible d'être aussi un peu la mère du gosse effaré et terrifié que j'étais à l'époque. Au début, après la guerre, après la libération, j'étais encore trop jeune pour comprendre la portée de ce que votre famille avait fait pour moi. J'avais seulement un sentiment assez vague et difficile à analyser que j'avais une dette morale non acquittée. Sentiment qui, avec les années qui s'accumulaient, était aussi accompagné d'une sorte d'angoisse qui venait de l'appréhension que je n'aurais peut-être plus l'occasion d'exprimer ma gratitude, si ce n'est pas directement à ceux qui m'ont sauvé la vie, alors au moins à leurs descendants. La vie suivait son rythme impitoyable, les années fouillaient littéralement entre les doigts et moi, dans un certain sens. Peut-être ingrat, j'étais pris dans l'engrenage des obligations quotidiennes, mais certainement pas dans l'oubli de ceux à qui je devais la vie, de ceux qui m'avaient accueilli chez eux, malgré tous les dangers que cela impliquait de cacher un enfant juif chez soi. C'est pourquoi je n'ai jamais oublié le petit village de Charneux, ni le minuscule hameau de Monty, où vivaient humblement des vrais héros belges, héros qui n'ont pas renié la voix de leur conscience, ni celle de leur foi chrétienne, malgré le danger imminent. Je n'ai jamais oublié l'affection, le dévouement, l'altruisme de la famille Brandt de Fourny, qui fut durant la guerre ma famille dans le sens le plus réconfortant de ce mot. Famille protectrice et affectueuse, qui était pour le gosse éperdu et craintif que j'étais une nécessité vitale durant les sombres années de l'occupation nazie. Durant de longues années, je n'ai pas trouvé ni le courage, ni la détermination de raconter à ma femme ou à mes enfants, ne fût-ce qu'un brin de ce que j'ai survécu durant la guerre. C'est un sujet un peu tabou,
un sujet délicat qu'on préférait éviter en Israël à l'époque. Il a fallu la sagesse qu'inspire l'écart de longues années passées depuis les événements tragiques de la guerre. Il a fallu la répercussion du procès Eichmann et son influence éducative et morale sur la société israélienne afin de pouvoir seulement entamer sans appréhension un début de dialogue sur ce sujet délicat et de controverse. À l'époque, l'opinion publique en Israël accusait encore, peut-être par ignorance des faits, les victimes de l'Holocauste d'avoir accepté leur triste sort sans s'être révoltées, sans avoir combattu. De là, malgré toutes les souffrances qu'ils avaient déjà subies jusqu'alors, les malheureux qui avaient à peine réussi à échapper au terrible sort que leur réservait le régime nazi, durent alors affronter l'humiliation de cette terrible accusation non fondée de la part même de leurs propres compatriotes. Il a fallu des années jusqu'à ce que tous les détails, toute l'ampleur, tout le camouflage de l'industrie de mort que les nazis avaient mis sur pied furent compris et assimilés à la conclusion qui s'imposait, à savoir à quel point cette accusation reflétait surtout de l'ignorance et de la réalité de cette guerre. Ce n'est qu'alors, dans une ambiance de repentir et de pardon, que le colloque avec le survivant fut repris. Le climat de repentance et la volonté de comprendre et d'aider les rescapés du nazisme ont contribué aux premiers essais, encore hésitants de ces derniers, de raconter leur histoire, l'histoire que chacun d'eux avait vécue, et de relever les atrocités qu'ils avaient subies sur cette étrange planète où seul le culte de la mort était pratiqué. C'était une réhabilitation un peu tardive, mais quand même un juste retour des accusations non fondées. Jusqu'alors, j'étais moi aussi retranché sur moi-même dans le silence de l'humiliation et de l'affront de ces accusations. Je ne voulais pas parler de cette terrible époque. Je la reniais sans très bien savoir pourquoi. Je voulais croire qu'il était plus facile d'oublier que d'affronter les souvenirs. Puis vinrent les premières questions, bien que timides, mais spontanées et curieuses de mes propres enfants, qui voulaient tout connaître de mon enfance. Leur première réaction, au peu que j'osais leur développer de ce que j'ai vécu durant la guerre, réfléchissait de leur ébahissement et de leur hésitation de croire que tout cela était en effet la réalité même de ces tristes années. Ou bien, peut-être, éventuellement, ce que leur père venait de leur raconter, cette incroyable histoire serait-elle qu'un triste conte imaginaire, dit papa. Ce n'est qu'une histoire, n'est-ce pas? C'est quand même pas vrai tout ça. Il est presque impossible de nos jours de restituer le courage et le sang-froid qui étaient nécessaires à l'époque pour résister aux forces occupantes, aux Allemands. L'occupation ennemie était une machine méticuleuse et bien organisée. Ce n'était pas de vain mot de dire que le moindre écart ou loi martiale était puni de mort. De là, abriter un enfant juif chez soi, et encore, en plus, cacher un pilote américain dont l'avion avait été abattu, était de ces jours beaucoup plus qu'un acte de miséricorde chrétienne, mais bien un acte de courage et de patriotisme, un acte de résistance. Un vieux proverbe hébreu, je vous répète éventuellement, dit que celui qui sauve une vie sauve tout un univers. Cette phrase est d'ailleurs gravée sur la médaille que vous venez de recevoir. Votre famille a sauvé ma vie, et pour moi, c'est en effet tout un univers. La vie qui m'a été donnée, c'est le ciel bleu, c'est le soleil, ce sont les fleurs, c'est la joie de vivre et de donner la vie, c'est ma patrie, c'est ma fille, ma famille, ce sont mes enfants et puis mes petits-enfants. En effet, tout un univers, tout un monde. Y a-t-il assez de mots pour exprimer toutes ces valeurs? Assez de mots pour vous exprimer ma profonde reconnaissance. J'aimerais me recueillir un moment et évoquer le souvenir de Madame Adèle. J'ai gardé d'elle, au plus profond de mon cœur, le souvenir vif et ardent de sa bonté. C'est un souvenir qui m'est cher. J'aimerais le partager avec vous et par là
rendre hommage à sa mémoire. Je sais que pour vous, Madame Adèle, Marie, Albert, sont avant tout soit une grand-mère, une mère, un père, une tante ou un oncle aimé, et peu importe le titre qui leur a été attribué. Permettez-moi quand même, comme qui se sent presque membre de votre famille, de partager avec vous l'émotion de ce moment en vous racontant une petite anecdote que j'ai vécue durant la guerre chez vous à la ferme. Anecdote qui illustre et met en valeur la bonté de votre grand-mère. Je me souviens très bien, et cela jusqu'au plus petit détail. C'était un après-midi clair et ensoleillé. J'étais au pâturage sur une des collines qui surplombent la ferme à Monty, afin de ramener les vaches pour la traite du soir. C'était le calme pastoral, par excellence, jusqu'au moment où j'ai aperçu de loin une voiture chargée de soldats allemands qui se dirigeaient vers la ferme. Ma réaction fut instinctive. C'est moi qu'ils cherchent. C'est moi qu'ils sont venus arrêter. C'est moi qu'ils vont envoyer dans un camp d'extermination. Du coup, il n'était plus question de calme pastoral. Je ne pouvais d'ailleurs pas penser ou réagir différemment durant la guerre à cette situation. J'étais paralysé de frayeur. J'hésitais encore un peu entre le choix de fuir directement ou de remplir d'abord ma tâche et emmener les vaches pour la traite. La peur eut raison de moi et j'ai pris la route instinctive vers la ferme de proches parents de la famille Brand de Fourny qui habitait dans un autre village à une dizaine de kilomètres au-delà d'une grande forêt. Entre-temps, la nuit tomba. J'avais en tête qu'une seule pensée, celle de fuir le danger. Je poursuivis donc ma course effrénée à travers la forêt sombre et menaçante. J'avais tellement peur des Allemands que je croyais d'ailleurs être à mes trousses, à tel point que même le côté sinistre de la forêt ne m'effrayait presque plus. Je n'ai pas de vocabulaire assez riche pour vous décrire l'état de panique et d'affolement dans lequel j'étais. Je suis arrivé chez les proches parents de la famille Brand tard dans la nuit. Ces derniers ont immédiatement prévenu Madame Adèle, qui était très inquiète de ma disparition. Elle a appris avec joie que le gosse, c'est-à-dire moi, était sain et sauf chez eux. À mon retour, à ma grande surprise, je n'ai même pas été grondé. Le côté drôle de cette anecdote est que les soldats allemands qui étaient venus à la ferme voulaient seulement acheter des œufs frais pour améliorer leur menu. Cette petite histoire reflète l'état d'esprit dans lequel je vivais. Pour me calmer et me reconforter après cette péripétie, Madame Adèle chauffa en blanc le fourneau de la cuisine. Elle mit un paquet d'eau chaude au milieu de la pièce et m'y baigna avec des gestes caressants qui reflétaient son affection et sa bonté et surtout sa profonde compréhension de l'état de choc dans lequel je me trouvais encore. De fait, c'était la réaction spontanée d'une mère. Ce sont ces caresses qui personnalisent pour moi l'image qui m'est restée d'elle. C'est le souvenir de sa bonté, de son instinct maternel, de sa capacité de comprendre et d'encourager l'enfant éperdu que j'étais. Ce sont ces petits gestes, parfois un mot d'encouragement, un petit sourire caché, une mimique poursuivie d'un coup d'œil qui voulait dire « tu peux être tranquille, tout va bien ». Et cela, ça ne s'oublie jamais. Aujourd'hui, j'espère finalement pouvoir m'acquitter d'une part de la dette morale que j'ai envers vous et vous dire le plus profond de mon cœur, en mon nom, au nom de toute ma famille ici présente, merci beaucoup. Je suis en retraite.